Alors, nous allons entamer cette deuxième partie de la matinée avec François en rentrant plus spécifiquement dans une partie qu'on a intitulée de l'idée au projet. Donc, vraiment toute la phase amont du dépôt pour vous alerter sur les points qu'il faut avoir à l'esprit, notamment en termes de calendrier, de partenariat, de paquet de travail, de rédaction de la proposition, etc. etc. Alors, comme vous l'avez vu, principalement, nous vous présentons des sujets qui nécessitent la constitution d'un partenariat européen qui, en général, regroupe au minimum 3 partenaires, mais on va dire que les consortia tournent entre 7 et 15 partenaires en moyenne en fonction, bien sûr, du sujet, du budget, etc., etc. Mais on est bien là sur des projets collaboratifs européens, donc avec des partenaires européens. Alors, il y a 2 positions. Il y a la position du coordinateur et la position du partenaire. Et les tâches et les missions de chacun ne seront évidemment pas les mêmes. L'implication ne sera pas la même, vous rendez bien compte. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir un coordinateur qui est en train de monter un projet sur un sujet spécifique parce qu'il a a priori des compétences pour répondre au sujet, mais il va lui manquer certains partenaires. Et donc, avant de rechercher ses partenaires, il va falloir qu'il fasse le travail que François vous a présenté, c'est-à-dire de bien lire le sujet, de repérer les parties du sujet sur lesquelles il est capable d'apporter une compétence, et puis d'identifier les compétences qui lui manquent pour répondre à l'intégralité du sujet. Ensuite, il regardera s'il y a des critères, parce que certains sujets mentionnent spécifiquement la nécessité d'impliquer des acteurs des SHS, par exemple, d'impliquer des PME, d'impliquer un maximum d'industriels, qu'ils soient grands groupes ou PME, etc., etc. D'impliquer la société civile, d'impliquer les associations de consommateurs. Donc tout ça, ce sont des conditions qui peuvent être indiquées dans le sujet et qu'il faut absolument prendre en compte. Une fois qu'il a identifié donc les compétences qui lui manquent pour répondre à la partie scientifique, technique du projet, et qu'il a identifié les compétences en termes d'entité, il va falloir qu'il rédige un petit peu les profils types qu'il attend et qu'il se rende sur les différents sites qu'on vous a présentés tout à l'heure pour essayer de trouver ces partenaires manquants. Bien souvent, quand vous postez votre recherche de partenaires, vous pouvez avoir, j'allais dire, tout et n'importe quoi, c'est peut-être un peu péjoratif, mais il va falloir être aussi strict en tant que coordinateur dans le choix de vos partenaires, parce qu'après, ça veut dire que vous en prenez, entre guillemets, pour 3 ans. Et donc, si les partenaires que vous avez choisis ne sont pas à la hauteur ou ne sont pas assez réactifs, c'est vous qui allez leur courir après pendant tout le projet pour essayer de travailler avec eux, caler des rendez-vous, discuter. Donc, toute cette étape de sélection des partenaires est vraiment cruciale. Toute la vie de votre projet va en dépendre et la vôtre aussi, entre guillemets. Ça, c'est en général la démarche mise en place par le coordinateur. Donc, vous avez vos partenaires habituels, on va dire. C'est sûr que c'est plus facile d'y aller avec des gens qu'on connaît. Encore une fois, faites attention, seuls les meilleurs projets seront financés. Donc assurez-vous que vos partenaires habituels sont vraiment les meilleurs dans leur domaine. Et je dirais même, n'hésitez pas à aller voir vos concurrents. Parce que si vous êtes le meilleur dans le domaine et que vous avez un concurrent, a priori, il est également dans les meilleurs du domaine. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais un concurrent peut devenir un partenaire d'un projet européen. Quand vous allez élaborer votre projet, de toute façon, vous allez signer des accords de confidentialité, des accords de consortium entre vous. Vous allez discuter de ce que tel ou tel partenaire apporte ou quelle est sa contribution dans le projet. Donc tout ça sera ficelé. Donc n'hésitez pas, bien sûr, avec les précautions d'usage, à aller, pourquoi pas, démarcher un concurrent pour devenir partenaire dans un projet européen. Quand vous êtes partenaire, comme Madame le disait, quand vous cherchez un consortium à intégrer, là, il faut
vraiment préciser quelle est la compétence que vous pouvez apporter. Si vous avez identifié le sujet dans lequel vous pouvez rentrer, n'hésitez pas à le lister, à faire part des projets précédents dans lesquels vous avez été impliqué et peut-être, pourquoi pas, à mentionner 2-3 partenaires avec lesquels vous travaillez déjà et qui pourraient avoir une valeur ajoutée dans le projet lui-même. Une fois que voilà, les deux partenaires et coordinateurs se rencontrent, il va falloir passer à toutes ces étapes de montage du projet que François vous détaillera tout à l'heure. Donc en général, voilà, je vous ai présenté rapidement les avantages et les inconvénients que peuvent avoir les deux fonctions, entre guillemets. Donc le coordinateur, comme c'est lui qui va porter le projet le plus souvent, il va avoir vraiment une certaine notoriété parce qu'il va être en contact avec les gens de la commission, il va présenter le projet dans les différents événements. Donc c'est vraiment lui qui sera en première position et donc qui sera a priori le plus visible, qui aura le plus de temps à consacrer à ce projet, qui sera vraiment le coordinateur, le porteur du projet. En revanche, c'est aussi lui qui va être à la manœuvre. Donc c'est lui qui va passer du temps pour sélectionner les partenaires, et c'est lui aussi qui va gérer toute la phase de préparation du dossier que François va vous présenter tout à l'heure. Donc on vous a parlé d'une moyenne de 80-100 pages de dossier. Ça se fait pas comme ça. Et bien sûr, il y a des critères à respecter, même jusqu'à une taille de police à respecter. Enfin bref, c'est un travail conséquent qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous avez identifié un sujet, assurez-vous en interne que ce projet sera soutenu par votre responsable, que vous aurez les moyens d'impliquer les personnes des affaires administratives, financières, juridiques, et que vous aurez un appui, vraiment un soutien à 2-3 ans, parce que là on parle de projets qui en moyenne durent 2 à 3 ans. Il ne faut pas que vous vous engagez sur un projet et que voilà, ça ne fasse pas du tout partie de la stratégie de votre équipe ou de votre labo ou de votre entreprise. Il faut vraiment que ce soit en ligne avec ça. Donc il aura à rechercher les partenaires, donc il ne faudra vraiment pas se planter sur le recrutement, entre guillemets. Et puis, c'est lui, comme je vous l'ai dit, qui, une fois que le projet sera retenu, devra gérer tout le reporting auprès de la Commission européenne, aussi bien le reporting technique, scientifique. Bon, bien sûr, il sera aidé par les partenaires, mais c'est quand même lui qui mettra tout ensemble et compilera les données. Et également, la tâche un peu plus ingrate qui est de collecter toutes les informations financières. Le partenaire, l'avantage, c'est que lui, il vient quand on l'invite pour discuter du projet, il parle de ses compétences, il parle de la tâche sur laquelle il va travailler dans le projet. En revanche, il a un peu moins de retombées parce qu'il est moins visible et donc il est partenaire derrière le coordinateur, enfin à côté du coordinateur. Il doit néanmoins répondre à toutes les sollicitations du coordinateur, que ce soit sur la phase de montage ou pendant le projet lui-même, parce qu'il y a quand même des réunions régulières, des rendus et des rapports à faire auprès de la commission assez réguliers. Si la commission a des questions, il faut être à même de répondre dans des délais en général qui sont assez courts. Et bien sûr, réaliser le travail pour lequel il a signé et sur lequel il s'est engagé en termes d'hommes, mois, de matériel à mettre à disposition, etc. etc. Donc, le consortium, que vous soyez partenaire ou coordinateur, dans tous les cas, il faudra vous assurer qu'il y a vraiment une complémentarité des compétences scientifiques, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission ne financera pas un projet où il y a 2 partenaires qui font la même chose. Enfin, elle va vous dire pourquoi vous en avez pris 2, un suffit. Faut vraiment, comme les pays de la coopération internationale, justifier chaque choix de partenaire et être à même de dire ce partenaire réalisera telle tâche dans le projet à tel mois, avec tel budget, etc. Mais ça, François vous le précisera tout à l'heure. On parlait de la valeur ajoutée européenne, c'est-à-dire des retombées pour l'ensemble de l'Union européenne. Il est vrai que si vous avez des partenaires de toute l'Union européenne, c'est plus facile peut-être pour vous de démontrer ce côté réplicable, etc. Mais c'est pas une condition, c'est pas un critère d'éligibilité en tant que tel. C'est juste quelque chose qui vous permettra de justifier au mieux votre projet.
Et la dimension industrielle, commerciale est encore plus vraie sur Horizon 2020. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est de répondre à des défis ensemble en alliant recherche et innovation. Donc il ne faut pas négliger la participation de PME et d'industriels au sens large dans les projets. Le reste, je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, regardez le budget. Regardez les objectifs du projet et faites en sorte que chaque partenaire du projet permette de répondre au sujet en entier. Donc, une fois que vous avez repéré un appel sur le portail du participant, que vous l'avez, on va dire, analysé, il y a les premières étapes en fait, qu'on a déjà un peu mentionnées, mais là je vais essayer de reprendre un peu tout le cheminement de manière chronologique de l'analyse de l'appel jusqu'à la soumission du projet. Donc la première étape, c'est d'abord en parler à sa hiérarchie, à ses collègues, à sa cellule Europe si on est dans un institut de recherche ou une université, au niveau local au réseau des EN, pôle de compétitivité, BPI France, etc. Ensuite, si on a des doutes sur l'appel, on peut aussi prendre contact avec le point de contact national ou encore essayer de contacter le project officer à la Commission européenne qui est en charge de cet appel. La deuxième étape, donc une fois qu'on a parlé de son idée de projet, c'est de décortiquer l'appel. Donc il faut faire l'analyse précise du texte de l'appel, vérifier que l'on répond au topic visé et que uniquement et en totalité. Et donc ça, c'est primordial de se poser cette question-là avant de se lancer dans la rédaction. De vérifier que l'instrument est adapté à ce que vous voulez faire. Si par exemple, vous avez envie plutôt, ce que vous avez vraiment besoin, c'est de recruter des doctorants parce que vous avez une thématique, vous voulez structurer un réseau et avoir des recrutements de doctorants, mais c'est peut-être pas forcément les projets des défis sociétaux qui sont les plus adaptés à ce que vous avez envie de faire. Dans les défis sociétaux, on va vraiment avoir des projets collaboratifs qui vont autour d'un consortium qui vont répondre à un topic et à une question précise. Je cherche à savoir qui est à l'origine du topic. Donc, Sophie l'a un peu abordé précédemment. La construction des topics, donc c'est la Commission européenne qui sollicite un certain nombre de structures, d'initiatives, les États membres, et ce sont toutes ces personnes-là qui sont sollicitées par la Commission européenne qui proposent des topics. Et juste donc, un topic, c'est un sujet, oui, c'est les trucs avec les SC 5, 18, voilà, c'est vraiment le sujet. Il faut nous arrêter parce qu'on jargonne beaucoup et on s'en rend plus compte. Donc sujet, topic, appel, voilà, ça sera un peu la même chose. Donc il faut essayer de se renseigner sur l'origine du sujet, en parler toujours avec ses collègues, ses partenaires, et se renseigner sur le cadre politique réglementaire de l'appel. Donc c'est faire un peu une veille sur toutes les grandes législations qui sont européennes sur la thématique. Une fois qu'on a analysé, qu'on en a analysé l'appel, qu'on en a parlé avec différentes personnes, ses partenaires, avant de se lancer dans la rédaction à proprement parler de l'appel, du projet, il faut se poser quelques réponses, quelques questions. Donc la première, c'est quel est l'objectif de votre projet? En quoi l'idée est innovante? Et ça, c'est important parce que vous allez être attendu sur ça. Vous devez proposer des projets novateurs. Quelle est votre stratégie pour atteindre les objectifs? Donc là, en gros, c'est quelle sera votre méthodologie, comment le plan de travail, qu'est-ce que vous allez mettre en place? À quoi et à qui serviront les résultats? Et pourquoi il faut entreprendre ces recherches au niveau européen? Et ça, c'est important parce qu'on vous demandera aussi de justifier de la valeur ajoutée européenne de votre projet. Dès cette phase-là, vous devez être capable de mesurer ou chiffrer les éléments de votre proposition et vous devez présenter quels sont vos points forts. Expliquer pourquoi vous êtes incontournable et pourquoi vous êtes vous et votre consortium le bon groupe pour répondre à cet appel.
Une fois qu'on a mené cette première réflexion, on peut passer à vraiment la première étape, on va dire, de la construction de votre projet et passer à l'écriture d'une concept note, d'une note de présentation du projet. Vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un document qui est très important sur lequel vous allez écrire pour la première fois ce que vous comptez faire, avec qui, pourquoi, les résultats que vous voulez atteindre et combien est le budget qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Et en fait, c'est un document important parce que c'est le document que vous allez également utiliser pour discuter avec vos partenaires dans le consortium. L'idée, c'est que ce document-là, c'est un peu un document martyr. À la fin, vous avez une vision partagée du projet avec vos partenaires et vous pouvez attaquer dans, on va dire, la proposition et la rédaction des 70 pages de votre projet. Donc, quelques éléments pour construire cette note. Il faut trouver un acronyme accrocheur. Ça paraît un peu idiot, mais c'est important de réfléchir à un acronyme qui soit facilement prononçable, une compréhension assez simple de l'acronyme. N'essayez pas de faire des choses trop alambiquées. Restez simple, parce qu'ensuite l'acronyme, vous allez le garder pendant 3-4 ans. Donc si vous choisissez quelque chose qui est compliqué à prononcer, ça peut être compliqué. Donc définir le concept du projet, donc les principales idées qui vous ont amené à ce projet, l'objectif et les objectifs spécifiques, les principales avancées, votre stratégie, la valeur ajoutée européenne et les retombées pour l'Union européenne. Dire que les résultats seront exploitables par le consortium, faire la liste des partenaires envisagés et si vous vous rendez compte qu'il manque par exemple une expertise bien particulière, ce document-là aussi il peut être utilisé pour rechercher des partenaires et l'expertise manquante dans votre consortium. Et également, vous pouvez commencer à mettre quelques éléments sur le budget de votre projet, ce dont vous aurez besoin pour réaliser les activités. Avant de se lancer également dans la proposition, donc ça c'est tout le travail amont nécessaire, il faut établir un rétro-planning. Enfin, en tout cas, on vous conseille d'établir un rétro-planning. C'est un document essentiel dans lequel vous allez établir des dates butoirs et faire la liste de tout ce que vous allez devoir faire et écrire dans la proposition. Donc les dates butoirs, la liste des choses à faire et également, ce qui est important, la répartition du travail. Donc comme l'a dit Sophie, lorsqu'on va écrire la proposition, c'est le coordinateur qui a la majorité des tâches de rédaction. Il doit animer le réseau, mobiliser les partenaires et il rédige la grande partie du dossier. Les partenaires, ils sont attendus principalement sur la rédaction des work packages. Donc je reviendrai un peu plus tard. Donc votre projet, il est divisé en work packages. Les work packages, ce sont des grandes activités de votre plan de travail. Et chaque partenaire participe à un certain nombre de work packages. Et donc c'est là où les partenaires doivent rédiger en fait ce que vous allez faire, quel type d'activité vous allez faire pendant votre projet. Ça, c'est une illustration qui est intéressante, qui permet un peu de replacer dans le temps votre cheminement et les réflexions que vous devez avoir. Donc en fait, on part, admettons, le deuxième carré jaune, c'est la date de publication de l'appel. Donc l'étape qui précède la publication de l'appel, il faut construire son consortium. Il ne faut pas attendre que l'appel soit lancé et en se disant, bon, maintenant l'appel est lancé, je vais commencer à contacter des partenaires, à établir ce consortium. Mais si l'appel n'est pas lancé, comment je fais pour connaître les sujets ? Pour les appels 2000, vu que les programmes de travail sont sur 2 ans, admettons, là en 2015, fin 2015, on a eu la publication du programme de travail 2016-2017. Donc on sait exactement, sur les 2 années, quels sujets vont être financés. Donc on peut s'y prendre suffisamment en amont pour préparer la recherche de partenaires, constituer son consortium. Et si c'est le cas où on vise un appel qui est dans la première année du programme de travail,
On peut avoir l'information suffisamment en amont par différents réseaux, en particulier je pense aux GT, enfin aux points de contact nationaux, qui ont accès au draft, en fait au brouillon des programmes de travail. Et c'est des choses dont vous pouvez bénéficier et vous préparer suffisamment en amont. Donc quoi qu'il arrive, normalement vous apprenez pas l'existence d'un sujet le jour de la publication de l'appel. Donc généralement, la phase d'écriture du projet, elle dure entre 3 et 4 mois, parfois un peu moins, mais c'est ce que l'on conseille, c'est de vraiment se prendre du temps pour rédiger ce projet. Et en fait, ce qui prend du temps surtout, c'est d'échanger avec vos partenaires sur ce que vous voulez faire, d'avoir une vision partagée de votre projet. Et ça prend du temps. Il faut organiser des réunions, il faut se rencontrer. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre entre 3 et 4 mois pour écrire le projet. Vous soumettez votre projet et ensuite, l'évaluation des projets dans Horizon 2020 dure 5 mois. Donc, au bout de 5 mois, quoi qu'il arrive sur n'importe quel appel d'Horizon 2020, vous avez la réponse de l'évaluation, positive ou négative. Si elle est positive, donc vous êtes accepté, vous êtes financé, vous avez 3 mois supplémentaires pour finaliser la convention de subvention avec la Commission européenne. Et donc, au bout de 3 mois, vous devez avoir signé la convention de subvention de votre projet et ensuite, votre projet peut démarrer. Donc voilà, il faut imaginer. L'idée ici, c'est que c'est quand même un temps assez long, que l'idée, elle sort pas comme ça, et donc c'est quelque chose, il faut avoir du temps et il faut préparer bien en amont tout ce travail. Là, maintenant, on est dans la section vraiment, là, on va attaquer la rédaction du projet. Donc, des formations sur la rédaction de projets européens, ça peut durer entre 1 et 2 jours, normalement. Là, je vais vous faire quelque chose de synthétique, mais dans lequel j'ai essayé de mettre les informations principales sur la structure du dossier et comment, en tout cas, répondre à chacun des points du dossier. Donc, c'est le cas d'un dossier d'une action de recherche et innovation. Il est composé donc de 2 grandes parties. La partie A, qui est donc la partie administrative et financière. Cette partie, elle est complétée en ligne sur le portail du participant. Et la partie B, c'est donc le projet scientifique, qui est composé de différentes parties, B1, B2, B3, et encore il y a B4 et B5, mais ça c'est un peu anecdotique, je ne m'attarderai pas trop sur ça. Et donc la partie B, c'est vous téléchargez sur le portail un document Word, la trame du projet, que vous complétez, que vous transformez ensuite en PDF et que vous téléchargez sur le portail du participant, sur le dossier de votre projet. Donc, ça, je vais malheureusement pas avoir trop le temps. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet et prendre chacune des sections et essayer de décortiquer comment on répond à chacun de ces grandes parties. Donc, dans l'excellence, dans la première partie du dossier, l'excellence est donc composée de 4 parties. Donc, c'est le premier point, objectif spécifique du projet. Le deuxième point, relation avec le programme de travail. Troisième point, concept et approche. Et 4, ambition. Donc, pour faire simple, dans la première partie, objectif spécifique du projet, vous devez décrire vos objectifs, l'objectif général et les objectifs spécifiques. Les objectifs, il y a une méthodologie qui est imposée par la Commission européenne pour les rédiger. Il faut que ces objectifs ils soient clairs, réalistes, mesurables et réalisables dans la durée du projet. Donc vous devez être suffisamment précis lorsque vous rédigez vos objectifs. Il faut également que vous décriviez la cohérence avec la valorisation attendue et l'impact de votre projet. Le point 2, relation avec le programme de travail. Ici, vous devez prouver que votre projet répond parfaitement à l'appel que vous avez visé. Et donc, ce que l'on vous demande, c'est vous pouvez copier des extraits du challenge ou du scope de votre sujet, du sujet visé, et ensuite vous expliquer par un court paragraphe comment votre projet répond au texte de l'appel. Concept et approche. Ici, vous devez décrire en fait l'idée que vous avez eue. Donc, donner le concept global du projet,
votre positionnement également du projet sur cette fameuse échelle de TRL. Donc c'est l'échelle qui vous permet de mesurer le positionnement de votre projet sur une échelle de l'innovation technologie readiness level. Donc c'est quelque chose qui permet de mesurer en fait la maturité de votre projet ou de votre innovation. Et donc vous devez expliquer comment le projet va vous permettre d'avancer sur cette échelle de maturité. Activités de recherche et d'innovation, donc toutes les initiatives nationales ou internationales qui peuvent être liées à votre projet. L'approche et la méthodologie, et également vous devez mentionner un peu un point qui est très important pour la Commission européenne, c'est les questions de genre. Donc il faut également le mentionner à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière partie de la section excellence, c'est donc l'ambition. L'ambition de votre projet. Donc ici, vous devez en fait positionner votre projet par rapport à l'état de l'art de votre thématique et expliquer comment vous allez aller au-delà de l'état de l'art. C'est-à-dire que vous partez d'un état de l'art à un instant T, et votre projet, comment il va y participer et comment vous allez avancer dans cette thématique. Ce que l'on doit comprendre rapidement, c'est donc les solutions proposées, la structure de votre projet et le travail que vous comptez faire, que vous avez une bonne connaissance de votre thématique. Vous devez aussi bien décrire donc l'état de l'art de votre thématique et il faut ne pas hésiter à donner des éléments essentiels liés donc à la science, les infrastructures, les projets déjà financés ou les projets futurs. Et également, vous devez, dans cette partie-là, être le moins possible polémique. Ça, c'est important parce qu'on ne connaît pas exactement quels sont les évaluateurs qui vont vous lire. Et donc, si on tombe sur un évaluateur qui n'est pas tout à fait d'accord avec, avec l'idée que vous projetez, c'est toujours un risque. Donc, essayez d'être le moins polémique et d'éviter des sujets, en tout cas, qui sont polémiques. Dans la section 2, Impact, qui est une section particulièrement importante et cet après-midi, on fera vraiment un focus sur comment rédiger cette section 2 Impact des projets européens. Donc, juste pour rappel, Horizon 2020 se focalise sur la compétitivité durable, l'innovation et la croissance. L'idée étant de déployer les technologies clés génériques, soutenir les PME, promouvoir l'engagement de l'industrie, intégrer les chaînes de valeur, faciliter l'accès au financement. Donc, voilà, il faut replacer son projet et quand on rédige cette section Impact par rapport à ce qu'est H2020 et en tout cas ce que la Commission veut faire avec le programme Horizon 2020. Et donc forcément, les projets retenus seront outcome-oriented et ça, c'est important de le justifier et de bien le montrer dans votre projet. Dans la section 2, Impact, 2 parties. La première, ce sont la liste des impacts attendus. Et donc, vous devez expliquer la contribution de votre projet aux impacts décrits dans le programme de travail. Donc, la fameuse liste là, des expected impact. Et vous avez également la possibilité d'identifier d'autres impacts qui n'étaient pas identifiés dans le programme de travail, mais auxquels votre projet répond. Et vous devez aussi lister les freins et obstacles pour atteindre ces impacts. Et enfin, la deuxième partie, c'est accroître l'impact. Donc dans cette partie, il faut mentionner et décrire votre plan de dissémination et d'exploitation des résultats. Si pertinent, ce n'est pas toujours le cas, faire votre business plan, donner des informations sur le management des données et des résultats, et enfin décrire les activités de communication. Et ça, je ne rentre pas plus dans le détail parce que cet après-midi, on va avoir des intervenants qui vont nous parler de cette partie-là. La troisième partie du dossier, c'est la mise en œuvre de votre projet. En gros, c'est vous avez présenté les objectifs, l'ambition, ce que vous comptez faire. Et dans la partie 3, mise en œuvre, vous expliquez comment vous allez le faire. Qui va le faire, comment, où, quand et avec combien d'argent. Donc les ressources du budget qui seront nécessaires. C'est important de ne pas négliger cette partie
parce qu'on peut très facilement perdre des points si on veut tout mettre sur l'excellence et en disant que c'est un projet excellent, on a vraiment, on va dire, blindé cette partie-là. Il faut aussi expliquer comment vous allez faire ça et ça, c'est également important. Et donc, comment on rédige cette partie? Il y a 4 parties. La première partie, c'est le plan de travail. Donc là, vous allez devoir décrire principalement les work packages. Donc les work packages, les livrables et les milestones. Donc juste rapidement, quelques notions utiles que vous devez connaître si vous vous lancez dans l'aventure d'un projet européen. Donc un milestone, c'est un moment important dans votre projet où vous vous posez une question, c'est-à-dire est-ce que mon objectif est atteint? Et à ce moment T, vous devez pouvoir, par l'aide d'indicateurs de succès, dire si oui ou non cet objectif est atteint. Et si c'est le cas, vous pouvez passer à la phase suivante. Donc on vous demandera dès la phase de rédaction d'identifier 4, 5 milestones. Ensuite, les work packages. Donc ici, les work packages, ce sont des groupes d'activités de votre plan de travail que vous avez regroupés. Chaque work package a un objectif tangible à atteindre, une liste de tâches et des résultats identifiés. Vous identifiez également des tâches. Donc dans chaque work package, vous avez un certain nombre de tâches. Et dans chaque work package, vous avez également des livrables, qui sont donc les résultats des activités de recherche de vos différents work packages. Donc ça, c'est essentiellement ce que vous devez décrire dans la partie 3.1, work plan, work package, livrables et milestones. Vous devez également illustrer en fait l'organisation de vos work packages, donc de manière conceptuelle, expliquer les relations et les dépendances entre chacun des work packages, donc entre chacun des grandes parties de votre projet. Dans la section 3.2, vous devez décrire en fait la structure de management de la gestion de votre projet. Concrètement, vous allez expliquer que vous avez donc le coordinateur accompagné d'un project manager qui va assurer, on va dire, la coordination du projet. Il va s'appuyer sur les leaders de chaque work package pour piloter le projet et ainsi de suite. Expliquer les prises de décision, l'organisation du consortium et faire un point sur les risques liés à la mise en œuvre de votre projet. Et dans la section 3.3, donc consortium as a whole, là il n'y a pas de difficulté en fait particulière. Vous devez expliquer dans cette section pourquoi votre consortium est le meilleur consortium pour atteindre les objectifs que vous avez fixés et répondre à l'appel que vous avez identifié. Donc ici, vous devez expliquer la complémentarité de votre consortium, les expertises que vous avez réunies dans ce consortium, ainsi de suite. Et enfin, dans la section 3.4, Resources to be committed, ici, vous devez expliquer en fait comment vous avez construit votre budget et le justifier. Donc, vous allez dire, par exemple, il y a un tableau dans lequel vous devrez mentionner le nombre de mois de travail de chaque partenaire par work package, le justifier, expliquer comment vous avez calculé les coûts de mission, les équipements, voilà. Ça, c'est le genre c'est dans cette section-là que vous pourrez justifier le budget. Les quelques conseils, donc il faut montrer que les objectifs sont atteignables dans le temps imposé, dans le budget prévu avec les partenaires proposés. La proposition est un tout, ça c'est en particulier vrai dans la section consortium as a whole, où vous allez devoir décrire votre consortium. Il n'est pas nécessaire de juxtaposer des partenaires. Chaque partenaire doit avoir une place d'identifier dans le consortium avec des responsabilités et des activités. Ça ne sert à rien de vouloir en fait travailler avec un collègue, un ami, parce qu'on est copains, si on ne peut pas justifier sa place dans le consortium. Et donc la structure en work package, ils doivent être imbriqués et avancer dans le temps, et il faut bien sûr avoir des délivrables et des milestones cohérents. Enfin, très rapidement, il y a, après cette section-là, donc en fait la section 1, 2 et 3, ces 3 sections, elles doivent faire 70 pages. Donc ça, c'est et pas une de plus. Et ensuite, il y a un deuxième document qui est composé de la section 4 et de la section 5
pour lequel il n'y a pas de limite de page. Et donc, dans ce document-là, vous devez, dans la section 4, faire une description d'environ une page et demie de vos différents partenaires. Là, il y a des choses qui sont imposées. Vous devez apporter une mini description de l'institution, une petite biographie des chercheurs clés de l'institution qui vont y participer, des publications, des projets de l'institution qui sont liés avec le projet. Et dans la section 5, éthique et sécurité, dans la section éthique, vous devez apporter quelques explications sur les questions éthiques soulevées par votre projet. Si vous avez, c'est déjà si vous avez des problèmes éthiques soulevés par votre projet, et surtout si vous avez mentionné dans la partie A, donc dans la partie administrative, vous savez le document qui est à remplir en ligne, il y a un tableau d'auto-évaluation en fait, des questions éthiques, avec un certain nombre de questions, et vous répondez oui ou non à ces questions-là. Et si vous répondez oui, dans la partie administrative, vous devez apporter quelques explications dans la partie scientifique. Quelques éléments très rapides sur le montage financier des projets, parce que je pense que Ella Bouquet peut-être en dira un peu plus cet après-midi. Donc, comment ça fonctionne pour les projets de recherche, les actions de recherche et innovation? On a les coûts directs, donc ce sont les coûts éligibles attribués directement au projet. Ces coûts directs qui sont composés des frais de personnel, des personnels permanents et des personnels contractuels. Les consommables, donc les déplacements, donc ça c'est tous les frais de mission, les équipements et la sous-traitance. Et donc ces coûts-là, les coûts directs sont remboursés à hauteur de 100%. Pour les organismes, je précise, pour les organismes de recherche et les universités, 100% c'est toujours le cas dans tous les types d'actions. Il y a un autre type d'action qui s'appelle les actions d'innovation, où c'est remboursé seulement à 70% pour les partenaires non académiques. Toujours à 100% pour les organismes de recherche et à 70% seulement dans les cas des actions d'innovation pour les partenaires non académiques. Et sur la base de ces 100% de coûts directs, la Commission rajoute un forfait unique de 25% de coûts indirects. Et donc c'est avec ces 25% de coûts indirects que vous pouvez prendre en charge une multitude de choses que vous ne pouvez pas réellement budgétiser sur le projet. Je sais pas, par exemple, facture d'électricité, ce genre de choses. Ça sera couvert par les coûts indirects. Pour terminer rapidement, quelques conseils. En fait, c'est quelques éléments clés qui nous semblaient importants pour rédiger, en tout cas avant de se lancer dans la rédaction d'un projet. Donc, écrire une proposition parce que l'on a une idée originale et non parce que l'appel est ouvert. Ça, c'est important. Vous devez vraiment avoir une idée à promouvoir et dans le cadre d'un appel européen. Lire attentivement le programme de travail. Le projet doit être ambitieux. Le consortium, vous serez également évalué sur la qualité de votre consortium. Donc, veillez à respecter un certain équilibre. Et important aussi, il faut être capable de positionner votre projet par rapport à d'autres projets soutenus par l'Union européenne. Recommandations de mission, le temps, prévoir du temps, le portail du participant, bien lire tous les documents, respecter les critères d'éligibilité et faites-vous aider par des consultants, vos cellules Europe, pour bien comprendre les critères d'éligibilité d'Horizon 2020, se mettre à la place de l'évaluateur, faire relire votre projet, si possible par un anglophone, et soigner le résumé du projet qui sera certainement la première partie lue par les évaluateurs. Recommandations sur la forme. C'est idiot, mais respectez le nombre de pages limité, ça ne sert à rien d'en faire plus, de toute manière elles ne seront pas lues. Soignez la présentation, parce que les évaluateurs vont lire un certain nombre de dossiers, donc essayez d'avoir une rédaction claire et surtout d'utiliser des schémas et des tableaux, des graphiques qui permettent d'aérer le contenu de votre texte. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel je veux vraiment attirer votre attention. Présentez le projet de manière compréhensible pour des non-spécialistes. C'est-à-dire que votre projet, il va être lu par des chercheurs qui ont été choisis par rapport au projet que vous proposez, mais ils ne sont peut-être pas forcément des spécialistes de votre thématique. Donc, essayez d'éviter le jargon et de manière de le décrire en fait, de la manière la plus compréhensible possible. Recommandations sur le fond, soigner l'état de l'art, tenir compte de la dimension européenne, régionale de votre projet, s'interroger sur l'impact potentiel
Donc ça, c'est important de vraiment bien soigner également la section impact. Les objectifs raisonnables. Également, introduire l'interdisciplinarité et l'intersectorialité. Et ça, c'est important. C'est vraiment, comme je l'ai dit ce matin, tous les projets H2020 doivent être des projets qui sont interdisciplinaires, intersectoriels. Donc, pensez-y quand vous rédigez votre projet.